Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée La nature du progrès en histoire des sciences, approche épistémologique. Dans l'histoire du développement de la physique, par exemple, on distingue deux tâches, deux tendances inverses, selon Henri Poincaré, dans son livre La science et l'hypothèse. D'une part, on découvre à chaque instant des liens nouveaux entre des objets qui semblaient devoir rester à jamais séparés. Les faits épars cessaient d'être étrangers les uns aux autres. Ils tendaient à s'ordonner en une imposante synthèse. La science marche vers l'unité et la simplicité. D'autre part, l'observation nous révèle tous les jours des phénomènes nouveaux. Il faut qu'ils attendaient longtemps leur place et quelquefois, pour leur en faire une, on doit démolir un coin de l'édifice. Dans les phénomènes connus eux-mêmes, où nos sens grossiers nous montraient l'uniformité, nous apercevons de détails de jour en jour plus variés. Ce que nous croyons simple redevient complexe, et la science paraît marcher vers la variété et la complication. De ces deux tendances inverses qui semblaient triompher tour à tour, laquelle l'emportera? Si c'est la première, la science est possible, mais rien ne le prouve a priori, et l'on peut craindre qu'après avoir fait de vains efforts pour plier la nature malgré elle à notre idéal d'unité, débordée par le flot toujours montant de nouvelles richesses, nous ne devions renoncer à les classer, abandonner notre idéal et réduire la science à l'enregistrement d'innombrables recettes. Ensuite, l'histoire nous montre qu'aucune, selon Pierre Dehem, dans son livre La théorie physique, son objet et sa structure, l'histoire nous montre qu'aucune théorie physique n'a jamais été créée de toutes pièces. La formation de toute théorie physique a procédé par une suite de retouches qui, graduellement, tant conduit le système à des états plus achevés, et tant en chacune de ces retouches, la libre initiative des physiciens a été conseillée, soutenue, guidée, parfois impérieusement condamnée par les circonstances les plus diverses, par les opinions des hommes comme par les enseignements de faits. Une théorie physique n'est pas le produit soudain d'une création, elle est le résultat lent et progressif d'une évolution. Lorsque quelques coups de bec brisaient la coquille de l'œuf et que le poussin s'échappe de sa prison, l'enfant peut s'imaginer que cette masse rigide et immobile, semblable au caillou blanc qu'il ramasse au bord du ruisseau, a soudainement pris vie et produit l'oiseau qui court et qui paille, mais là où son imagination périle voit une soudaine création, le naturaliste reconnaît la dernière phase d'un long développement et le remonte par la pensée à la fusion première des deux microscopiques noyaux pour redescendre ensuite la série de divisions, de différenciation, de résorption qui, cellule par cellule, ont construit le corps du jeune poulet. Le profane vulgaire juge de la naissance de théorie physique comme l'enfant juge de l'éclosion du poulet. Il croit que cette fait à laquelle il donne le nom de science a touché de sa baguette magique le front d'un homme de génie et que la théorie est aussitôt manifestée, vivante et achevée. Ensuite,
Si l'on se pose, selon Bachelard dans son livre Le Nouvel Esprit Scientifique, maintenant le problème de la nouveauté scientifique sur le plan plus proprement psychologique, on ne peut manquer de voir que cette allure révolutionnaire de la science contemporaine doit réagir profondément sur la structure de l'esprit. L'esprit a une structure variable dès l'instant où la connaissance a une histoire. En effet, l'histoire humaine peut bien dans ses passions, dans ses préjugés, dans tout ce qui relève des impulsions immédiates, être un éternel recommencement. Mais il y a des pensées qui ne recommençaient pas, ce sont les pensées qui ont été rectifiées, élargies, complétées. Elles ne retournaient pas à leur aire restreinte ou chancelante. Or, l'esprit scientifique est essentiellement une rectification du savoir, un élargissement du cadre de la connaissance. Il juge son passé historique en le condamnant, sa structure et à la conscience de ses fautes historiques. Scientifiquement, on pense le vrai comme rectification historique d'une longue erreur. On pense l'expérience comme rectification de l'illusion commune et première. Toute la vie intellectuelle de la science joue dialectiquement sur cette différentielle de la connaissance à la frontière de l'inconnu. Le sens même de cette réflexion, c'est de comprendre qu'on n'avait pas compris. Les pensées non baconiennes, non euclidiennes, non cartésiennes sont résumées dans ces dialectiques historiques qui présentait la rectification d'une erreur, l'extension d'un système, le complément d'une pensée. Ensuite, l'apparition de chaque hypothèse, selon Max Planck, dans son livre Initiation à la physique, l'apparition de chaque nouvelle, de chaque hypothèse nouvelle provoque comme éruption subite est un saut dans l'inconnu, inexplicable logiquement. Ensuite, sont l'heure d'une théorie nouvelle qui, une voie venue au monde, se développe d'une façon continue, mais toujours en subissant plus ou moins de contraintes extérieures. Son sort étant, en fin de compte, réglé par les mesures. Tant que ce dernier lui demeurait favorable, l'hypothèse jouit d'une considération de plus en plus grande et la théorie reçoit une approbation de plus en plus générale. Mais des difficultés viennent-elles à surgir sur quelque part à propos de l'interprétation des résultats de mesures? Le doute, les critiques, la méfiance ne tardent pas à s'élever de toutes parts. Ce sont là les signes de sa mort prochaine et de l'incubation d'une hypothèse nouvelle destinée à remplacer la première et dont le rôle sera précisément de résoudre la crise et de permettre l'élaboration d'une autre théorie qui, tout en gardant les avantages de l'ancienne, sera exempte de ses défauts. L'évolution de la physique dans son ensemble et dans chacune de ses branches est constituée par une succession de cycles de même genre, et c'est ainsi qu'elle poursuit son but qui est la connaissance du réel. Enfin, selon Jean Rostand, qu'elle nous paraissait souvent étrange le voie qui mettrait à la vérité, que de la laisser de détour de circonvolutions, alors que c'était si simple d'aller au plus court. Un savant s'approche de la vérité. Et la flamme, il brûle, comme on dit dans le jeu enfantin. On dirait que l'ayant deviné. Il va attendre le main pour s'en saisir, mais non. Voilà qu'il s'en écarte pour s'engager résolument dans la mauvaise route. Nous sommes alors tentés d'accuser son manque de
perspicacité. Comment a-t-il pu se prendre? C'est l'insignification de ces faits si lumineux, si expressifs. Mais n'oublions pas qu'ils ne le sont qu'à la clarité de tout ce que depuis nous avons pu apprendre, isolés maintenant, détachés et promis au rang de preuve. Ils étaient alors comme noyés dans l'entourage de faits adventistes et contradictoires. Rien ni les signalant à l'attention, rien ne marquait d'avance leur valeur privilégiée. Ils sont fous d'abord que l'enrichissement de notre savoir s'accomplisse dans un ordre tout rationnel et logique. Tant de facteurs sont en jeu dans l'entreprise donnée et fragmentaire qui suggère le faux au moins, non moins que le vrai. Idées préconçues, influences philosophiques ou sociales, interaction de découverte, retentissement mutuel de diverses disciplines, rôle de progrès technique, de hasard, de génie personnel. Tout cela se mêle, s'intruque pour imposer une allure plus ou moins incohérente à la démarche de progrès scientifique. Celle-ci, toutefois, ne laisse pas d'être continue. Chaque jour, de la science profite à la vérité, car le nombre de faits connus ne cesse pas de s'accroître. Et quant aux interprétations elles-mêmes, si sur certains points elles sont engagées dans de mauvaises voies, elles n'ont gagné pas moins dans l'ensemble en justesse et en précision. De loin en loin, le progrès manifeste une accélération soudaine. Les découvertes se multiplient, les idées s'éclairer, quand surgit une grande théorie ou une notion toute neuve, ainsi dans l'histoire de la biologie, quand s'imposerait les trois grandes théories cellulaires, transformistes, mendéliennes, à chaque fois se produit une rupture plus ou moins violente avec le passé. Voilà. Je cite Jean Rostand dans son livre Esquisse d'une histoire de la biologie 1945. Voilà notre intervention intitulée La nature du progrès en histoire des sciences, approche épistémologique est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.